Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, un rendez-vous hebdomadaire, donc l'art à la une. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille? Alors cette semaine, c'est le rapport Art Basel par UBS qui a été publié. Les ventes mondiales d'art poursuivent leur croissance en 2022, mais de manière plus mesurée. Le marché de l'art enregistre une augmentation de 3% entre 2021 et 2022 pour atteindre un résultat de 67,8 milliards de dollars. Un résultat qui est supérieur aux années pré-pandémie, donc 2019. Donc, cependant, les performances varient selon les secteurs, les régions, les segments de prix, ce qui explique une croissance globale plus modérée par rapport à 2021. Alors, pour préciser, le rapport UBS analyse une version grand angle du marché de l'art avec des données des ventes aux enchères publiques, gré à gré, les ventes de foires, les ventes en ligne, et tout cela seulement sur les secteurs des œuvres d'art et non pas des œuvres de collection, par exemple. Est-ce qu'il y a, Sybille, des grandes tendances observées sur l'année 2022 par le rapport? Oui, alors le volume des transactions est resté égal à 2021, mais c'est surtout le haut de gamme qui tire le marché vers le haut et qui pousse la croissance 2022, que ce soit pour les ventes aux enchères ou pour les ventes en galerie. C'est vraiment les grands collectionneurs qui tirent les chiffres vers le haut. Les structures au chiffre d'affaires plus faible ont plus de difficultés à solliciter leurs acheteurs, qui sont plus frileux par rapport au contexte économique et international qu'on connaît. Et concernant la répartition des ventes selon les acteurs, alors on a beaucoup parlé de grands records en 2022, mais les ventes aux enchères ont stagné. Ventes publiques et ventes privées cumulées baissent de 2% par rapport à l'année précédente. Et c'est surtout les ventes réalisées par des marchands, donc marchands indépendants ou galeristes, qui ont progressé, et elles de 7%. En ce qui concerne les parts de marché, est-ce qu'on retrouve des classements similaires aux années précédentes? Alors pas tout à fait. Les États-Unis conservent leur première place. Les États-Unis représentent 45% de la part du marché mondial. Mais le Royaume-Uni est revenu à la deuxième place. Alors c'est surtout parce que la Chine, elle, a eu une mauvaise année, particulièrement liée à la gestion du Covid. En valeur, la Chine réalise la moins bonne année depuis 2009 et la part du marché de la Chine a diminué de 3%. Elle représente 17% aujourd'hui, cette année. Enfin, l'année 2022 plutôt. Bien sûr, la France a maintenu sa position de 4e et représente une part de marché de 7%. Un mot peut-être toujours de ce rapport, mais cette fois-ci sur les ventes en ligne, Sybille. Oui, alors il y a eu le retour d'événements physiques qui ont permis de stabiliser leur poids dans les ventes. Ça représente 16%, donc c'est plus faible que les transactions qui ont été réalisées pendant la pandémie, qui représentaient 25% en ligne, mais c'était particulièrement élevé. Et puis aussi, je voulais parler un petit point des NFT par rapport au pic de 2021. Voilà, les ventes liées aux NFT sur les plateformes représentent désormais 1,5 milliard. C'est une baisse de 49% entre 2021 et 2022. 1,5 milliard de dollars, donc on voit qu'effectivement, on en a beaucoup parlé l'année dernière, mais ça retombe un petit peu cette année. Autre actualité donc hebdomadaire dans le monde de l'art, la foire Art Paris a eu lieu la semaine dernière. Sybille, quel en a été le bilan ? Alors c'était le 25e anniversaire de la foire qui a enregistré un record de fréquentation. On dépasse la barre des 80 000 visiteurs, soit 19% de plus par rapport à l'année dernière. Et il y a aussi eu 15% de plus de visiteurs professionnels. Et alors pour les ventes, voilà, une dizaine de galeries ont fait sold out, des galeries qui présentaient notamment des solo shows comme la galerie Desrouillons avec les œuvres d'Alexandre Benjamin Navet, des œuvres entre 7 000 et 40 000 euros. La galerie La Forêt d'Yvonne qui présentait les œuvres de Vincent Biuliès avec des œuvres entre 30 000 et 55 000 euros, ou encore dans le secteur promesse, la galerie Hors Cadre qui fait sold out avec les œuvres de Lucille Boiron, des œuvres entre 2 000 et 12 000 euros. Dans les ventes, on retrouve aussi Daniel Templon qui a cédé une sculpture de King de Wiley à 300 000 euros, Éric Mouchet qui a vendu 7 œuvres de Cooper Academy entre 4 000 et 50 000 euros, et enfin, autre exemple, Almin Reich qui a vendu toutes les œuvres de Tout Van Tran entre 12 000 et 35 000 euros. Et on finit ces actualités donc, du monde de l'art, Sybille, avec une œuvre qui a été retirée de sa vente. Exactement, c'était ce vendredi dernier, le vendredi 31 mars. Le ministère de la Culture a décidé de retirer le tableau dit de la Madone de Brando de la vente qui aurait été menée par
Debec et Associés. Ce retable a été réalisé en 1500 pour un couvent qui est situé à Brando en Corse. Il a été acquis en 1839 par un collectionneur lyonnais et depuis il est resté dans cette même famille. Les recherches montrent que ce retable aurait été réalisé par Simone da Firenze et Rocco di Bartolomeo et il était estimé entre 200 et 300 000 euros. Cependant, la collectivité de Corse considère que l'œuvre appartient au domaine public. Et voilà, comme l'indique Gilles Simeoni, qui est président du conseil exécutif de Corse sur Twitter, les recherches et les pièces produites démontrent que le retable de Madonna di Brandou appartient à la commune. Le tableau est retiré de la vente aux enchères dès cet après-midi. Et voilà, les négociations sont donc en cours entre les propriétaires et pour le permettre de le retourner sur le territoire corse. Merci Sybille pour ces actualités donc, du monde de l'art hebdomadaire. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Corinne Herskovitch. Bonjour Corinne Herskovitch. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate et notamment présidente de l'association Astre. Astre pour Association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. On va évoquer effectivement les spoliations en matière d'œuvres d'art, mais de manière plus générale, on va évoquer surtout cette méthode pour s'assurer de la provenance d'une œuvre d'art. Déjà, première question, qu'est-ce qu'on appelle recherche de provenance quand on parle d'une œuvre d'art? Est-ce que ça arrive toujours au moment où on veut la vendre, par exemple, Corinne Herskovitch? Oui, c'est très souvent au moment où elle va être apportée sur le marché. Vous venez de parler de ce retable de Brando. Bien sûr. Justement, c'est à la suite d'une recherche de provenance qu'il est apparu que ce retable provenait d'un couvent en Corse et donc était couvert par ces deux piliers de la protection du patrimoine en France, que sont l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité. Et c'est la raison pour laquelle le retable, pour l'instant, a été retiré de la vente. J'imagine que les recherches de provenance vont se poursuivre, c'est-à-dire les recherches de traçabilité, savoir exactement à quel moment, comment ce retable a été apporté dans cet endroit, puis vendu. Et c'est la recherche de provenance, c'est vraiment essayer de retrouver toute l'histoire toute la de la traçabilité création de l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pouvoir retracer l'itinéraire de l'œuvre, de sa création, jusqu'au moment où justement cette traçabilité interroge. Avec à chaque fois des pièces justificatives, des Oui. pièces qui ont un poids administratif. Un poids administratif, ou en tout cas un poids qui permet de rapporter la preuve de cette traçabilité. Donc ça peut être administratif, ça peut être des témoignages, ça peut être des traces dans des publications, ça peut être des commandes, puisque ce retable a certainement été commandé à un moment, et retrouver la trace de cette commande permet de savoir dans quelles conditions il a été créé et pour qui. Donc très souvent, la recherche de provenance s'appuie sur des archives publiques ou privées et permettent de justement retracer vraiment l'itinéraire d'une œuvre. Et on parle beaucoup de recherche de provenance aujourd'hui, notamment avec des lois qui vont être étudiées. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la prise de conscience des acteurs du marché de l'art par rapport à ça? De la nécessité de faire des recherches de provenance? Alors la recherche de provenance, ça remonte à très loin. Si on regarde un petit peu dans les années passées, on s'aperçoit que déjà dans la Convention UNESCO de 1970 de lutte contre le trafic illicite, la recherche de provenance permettait justement, était un des axes et des outils pour lutter contre le trafic illicite. Et puis depuis, beaucoup de choses ont changé sur le marché de l'art, et que ce soit pour les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour les œuvres trafiquées illicitement, volées, exportées, fouillées dans des zones d'archéologie, que ce soit pour les œuvres qui ont été collectées pendant les colonisations. Toutes ces provenances interrogent aujourd'hui, ce qui était beaucoup moins le cas dans 10 ans en arrière, disons. Et ce qui interroge aujourd'hui va nécessiter justement de se pencher sur cette traçabilité, donc sur ces recherches de provenance. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un enjeu important, et une œuvre ne peut plus quasiment circuler sur le marché sans avoir une provenance. Et donc, c'est ce qu'on appelle les diligences requises au moment de l'acquisition. Il faut se pencher sur l'histoire, la traçabilité, la circulation. Encore une fois, l'exportation nécessite des autorisations.
Et si on ne se renseigne pas sur les différents documents qui ont été émis dans la circulation de l'œuvre, eh bien, on n'a pas effectué les diligences requises au moment de l'acquisition. Mais on y arrive systématiquement parce que là, effectivement, C'est systématique pour les acteurs. Est-ce qu'ils ont des obligations, notamment? Alors, en réalité, ce qui est obligatoire, c'est de faire des diligences pour se renseigner sur la disponibilité de l'œuvre. La disponibilité, ça veut dire à la fois s'assurer que l'œuvre n'a pas été volée, qu'elle n'a pas été fouillée illicitement, qu'elle n'a pas été spoliée et qu'elle a circulé de manière légale. Donc, pour la circulation légale, on peut rechercher les documents d'exportation. Ça, c'est assez simple. Bien sûr. Si ce n'est qu'il y a aussi des marchands un peu abusifs qui trafiquent des documents d'importation ou d'exportation. Mais en tout cas, ce qui est important pour celui qui acquiert, c'est de pouvoir démontrer qu'il a recherché et qu'il a gardé la trace de ses recherches. Et ce sont ces diligences requises qui vont lui permettre ensuite de montrer qu'il a été de bonne foi au moment de l'acquisition. Parce que un des piliers aussi, un des rôles fondamentaux, c'est le rôle du collectionneur qui doit aussi savoir qu'il doit acquérir une œuvre qui a eu toutes ses recherches derrière, qui est disponible. Et donc, c'est ce qui va provoquer ce renversement progressif de la charge de la preuve. Jusque-là, en droit français, il y a cet adage qui dit qu'en fait de meuble, possession vaut titre. Un objet d'art, c'est un meuble, ça circule facilement. Donc, jusque-là, celui qui était en possession d'un objet était censé être propriétaire de cet objet. Il y avait une présomption de propriété. Et donc, il n'avait pas à faire la preuve de cette propriété. Avec cette notion de diligence requise au moment de l'acquisition, eh bien, il y a un renversement de la charge de la preuve. Si l'objet fait l'objet d'une revendication, eh bien, c'est le possesseur qui va devoir faire la preuve de sa propriété. Et pour ça, il va devoir démontrer qu'il a fait les recherches nécessaires pour s'assurer de la disponibilité de cet objet au moment où il l'acquiert. Et cette revendication, alors comment est-ce qu'elle est sollicitée, comment est-ce qu'elle est réalisée? Il y a beaucoup de cas différents, mais par exemple... C'est quel acteur, par exemple? Par exemple, un propriétaire dont un objet a été volé va se rendre compte qu'il apparaît sur le marché en vente publique. Il va revendiquer cet objet et il va démontrer... Se tourner vers qui? Le commissaire-priseur, par exemple. Et il va dire au commissaire-priseur, c'est exactement le cas que vous décrivez avec ce retable de Brando. Ce qui s'est passé, c'est que la commune de Brando a émis une revendication sur cet objet qui apparaissait en vente publique et qui a démontré que cet objet avait été dans ses collections ou accroché dans cet endroit jusqu'en 1840, date à laquelle il est vendu pour des raisons qu'il va falloir examiner. Mais en tout cas, le fait que cet objet fasse partie d'une collection publique le rend inaliénable, imprescriptible, et donc la commune est bien fondée à revendiquer sa propriété. Et maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir une négociation entre celui qui était en possession de cette œuvre et puis le propriétaire qui le revendique. C'est justement ma question. Si je me mets d'un point de vue collectionneur ou investisseur dans le monde de l'art, si je suis détenteur d'une œuvre dont les diligences n'ont pas été réalisées, mais qu'on se rend compte a posteriori que effectivement elle ne m'appartient pas et je n'avais pas forcément le droit de l'acquérir puisque quelqu'un a été spolié de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? On me rembourse la valeur de l'œuvre ou si en étant soi-même de bonne foi, on a juste acquéri une œuvre qu'on n'aurait pas dû acquérir au départ? C'est vrai que par exemple, justement, cette Madone, elle est dans la famille depuis 1830 et quelques, 39. Alors, les cas, forcément la question. Bien sûr, et les cas sont très divers. Si on revient à ce retable, le retable est entre les mains de la famille depuis 1839. Alors là, il y a une jurisprudence très récente du Conseil d'État qui dit que lorsque il y a un intérêt qui est né, un intérêt qui provient de la Convention européenne des droits de l'homme et qui permet à celui qui possède depuis si longtemps c'est pas exactement une propriété, mais c'est un intérêt légitime, et bien dans ce cas-là, il va falloir rembourser quelque chose à cette famille. Dans le cas où, comme vous le disiez tout à l'heure, on a acquis il y a 20 ans un objet et qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas cette notion aussi présente de recherche de provenance, de diligence requise, et bien là, c'est une évolution de la jurisprudence. Et aujourd'hui, celui qui ne peut pas démontrer qu'à l'époque, il a fait les recherches nécessaires, quand bien même à l'époque, il n'avait pas conscience qu'il fallait faire ces recherches, c'est l'évolution de la jurisprudence et c'est l'intégration de cette notion de diligence requise qui a mis du temps à être acceptée par le marché, mais qui aujourd'hui fait que
le cercle vertueux se met en place et donc celui qui ne pourra pas prouver qu'il a acquis dans des conditions normales va devoir restituer l'œuvre. Merci beaucoup Corinne Herskovic d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate et présidente de l'association ASTRE, association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. Merci beaucoup. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. D'ailleurs, le sujet des spoliations, on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans la saison de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.